Bonsoir. Добрий вечір. 5-й день війни. Рука історії перевертає пісковий годинник, нову сторінку підручника і світ догори дригом. Щищає шкірку з блакитного апельсина, от тільки бризки чомусь червоні. Оживають біблійні притчі про шиболити і вовків у вовечій шкурі, і сніг знову йде і тане, немов би ворожа армія на твоїй території. Календар не заводиться навіть із 5-го оберту. Довго чмихає. Котяча лапа скидає пісковий годинник зі столу. Au 5e jour de la guerre, la main de l'histoire retourne le sablier, écrit une nouvelle page du manuel et met le monde sans dessus-dessous. Elle pèle l'orange bleu, mais bizarrement, le jus est rouge. Les paraboles bibliques à propos des chibolettes prennent vie, ainsi que les loups en vêtements de brebis. Et la neige tombe et fond de nouveau comme une armée ennemie sur notre territoire. Le calendrier ne veut pas démarrer, même au 5e tour, il tousse et tousse encore. La patte du chat fait tomber le sablier de la table. Ella Yevtochenko, 28 février 2022. Je dédie cette traduction à Roman Ratouchny, le jeune activiste militant de la révolution de Maïdan, qui est parti défendre son terre et qui est mort très jeune à la guerre au mois de juin. La nouvelle est arrivée au cours du travail sur l'anthologie et la liste était déjà établie, mais il fallait quand même faire entrer ce poème qu'il aimait beaucoup, qui est écrit par Mikhail Semenko, lui aussi mort jeune à cause des répressions stalinistes. Patagonie. Je ne mourrai pas de mort, mais de vie. Quand j'aurai trépassé, la vie même sera finie et le drapeau baissé. Je mourrai en ma prime jeunesse, car serais-je jamais vieux? Je ne veux nul poème de messe du deuil, oublie le jeu. Je mourrai en Patagonie, car j'appartiens au feu et à la terre. Amis, je n'entendrai pas vos cris, je ne suis à personne, poète planétaire. Je mourrai quand la nature se taira, en attendant la dernière nuit d'orage. Je mourrai dans une trêve, tandis que mon cœur bat de la vie, de la lutte et de mon très jeune âge. Mikhail Semenko. Тюремна пісня, уривок 1. Він довго дивиться на мене і каже: головне – любов до ворога, що краде твою історію і територію. Не стріляй у нього. Повільно на землю склади свою зброю. Підніми перед ним догори обидві долоні. І буде так, твоя гаряча з землею розіллється кров, і пізнаєш, яка на смак любов. Chanson de prison. Il me regarde longuement et me dit « Le plus important, c'est l'amour pour l'ennemi qui vole ton histoire et ton pays. Ne lui tire pas dessus, dépose lentement ton arme à terre, lève les deux mains devant lui. Il en sera ainsi, ton sang chaud coulera sur la terre en labour et tu la goûteras comme si c'était l'amour. » Олена Герасим'юк. Я знаю, перекують на рала мечі, і буде родюча земля, не ця, і будуть усі ключі відмикати усі серця, я знаю, і буде так, пшеницями зійде кров, і пізнають, яка на смак любов. Вірю. Je sais,
De leurs épées, ils forgeront des socs pour la terre fertile, mais pas celle-ci. Et tous les cœurs s'ouvriront avec une seule clé, sans souci. Je sais, il en sera ainsi. Sur le sang, le blé croît. On le goûtera, comme si c'était l'amour. J'y crois. Євген Плужник. Діти. Вони не питають, куди. Вони не питають, навіщо ця війна. Кожен повинен робити, що повинен. Можливо, я не знаю, що таке переповнений потяг, я не знаю, як вибивати черевиком вікно, бо нічим дихати. Може, я не знаю, як боротися з безборонними, бо боронитися нічим, крім власної безборонності. Чи знаю? Іще цілі руки насип, іще цілі руки, насип іще цілі руки. Радісна дівчинка наказує мені сипати їй пригорщі пшона, бо голуби виїдають усе блискавично. Крила шурхотять, тріпочуть, разять, як фольга на сонці. Дзвенить вирване пір'я і осідає на брук. Стріляють у повітря заради спокою. Хлопчик зі сльозами на очах вдягає наплічника з дракончиком на пероні. Кажуть, зайняти чергу. Займає чергу. Кажуть, у потяг. Вискакує по сходах, як голуб. У брудну воду осідає папір і намокає широкими колами. Де свідоцтво? Про народження, свідоцтво. Enfant. Ils ne demandent pas où. Ils ne demandent pas pourquoi cette guerre. Chacun fait ce qu'il a à faire. J'ignore peut-être ce qu'est un train bondé, j'ignore comment briser la fenêtre avec mon soulier pour qu'on ne suffoque pas, j'ignore ce qu'est le fait de se battre contre des gens sans défense, car je n'ai pour me battre que ma propre impuissance. Que sais-je? Donne-moi encore, à pleine main, à pleine main, à pleine main, donne-moi encore. Une fillette joyeuse m'ordonne de lui verser des poignées de mille, car les pigeons dévorent tout, rapides comme l'éclair. Leurs ailes bruissent, claquent, éblouissent comme du papier d'aluminium au soleil. Leurs plumes arrachées teintent et tombent sur le pavé. On tire en l'air pour calmer la foule. Sur le quai, un garçon, les larmes aux yeux, prend son sac à dos avec un petit dragon. On lui dit « Prends la file ». Il prend la file. On lui dit « Monte dans le train ». Il sautille sur les marches tel un pigeon. Dans l'eau sale tombe un papier qui est bientôt totalement détrempé. Où est l'acte? L'acte de naissance. Юрій Завадський. Bureau de recrutement militaire. Maman dit, va au bureau, parle au commandant. On t'enrôlera peut-être dans l'armée. L'armée te corrigera. Fini la drague, les drogues et tous ces barbituriques à la mode, enfin. Mais je lui dis, maman, mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Quel bureau? Ça fait longtemps que nous ne sommes plus en guerre. Nous sommes un pays neutre. As-tu vu notre ministre de la Défense? Voilà à quoi ressemble notre défense. Notre défense est pire que celle de Chelsea. En bref, non, maman, je n'irai pas. Mais maman dit, fiston, je suis déjà âgée. Voyons, je vais mourir. Et qui s'occupera de toi, espèce de petit con? Regarde, fiston, l'appartement est abîmé. Tu as reniflé toute la colle, merde. Il n'y a plus de quoi coller le papier peint. Allez, fiston, va t'enrôler dans l'armée. Mais pourquoi, dit-elle, pourquoi ne veux-tu pas y aller? Pourquoi ne pas parler avec le commandant? Mais comment ça? Pourquoi? Maman, mais comment ça? Comment ça? Pourquoi? Hein? Mais parce que je suis un crétin? Comprends-tu? Un crétin. Et les crétins, on ne les prend pas dans l'armée, même dans notre armée ukrainienne. Que ferais-je si je devenais soudain démineur? Je déterrerais des mines antipersonnelles, les cacherais sous mon lit, et la nuit, j'écouterais les explosifs prendre racine comme un oignon. Сергій Жадан. Дощ розповідає.
О цій порі все перетворюється на запах сирої землі. Чи так темно, чи вогко, чи порожньо, ніби застрягли в ліфті з вологого ґрунту, чи прийшли до тями в насінині і ще не навчилися дихати. Аж ось починається дощ, і ми стрімко ростемо, проламуючи колючу шкаралупу апатії з лаоконовим надзусиллям. Ми зустрінемося з ним на межі. Ми змиємо бруд і швидко еволюціонуємо. У нас буде все, і війна, і занепад, і процвітання. Духовні пошуки тісно сплітатимуться із догматизмом. Інформація вгризатиметься у суть речей. І десь на якомусь етапі ми прокинемося, трохи лежатимемо і слухатимемо. Мене іще якийсь час, і я скажу тобі радісно, я зрозумію, просто дощ п'яний, мов чіп. То він намагається вибити душу із бляшаного даху над нами, то щось плутано і захоплено розповідає нам, допитується про щось, забуває і знову допитується. А потім дощ мине. Ми опинимося під зорями, ніби нічого цього і не було. Les paroles de la pluie. En ce moment, tout sent la terre humide. Serait-ce l'obscurité, la brume ou bien le vide? Comme si l'on était coincé dans un ascenseur au sol moite, ou si l'on venait d'éclore dans une graine sans même savoir respirer. Mais voilà qu'il commence à pleuvoir et que nous croissons à toute vitesse, en brisant la bogue rugueuse de l'apathie avec la force de Laocoon. Nous rencontrerons la pluie à la frontière, nous nous laverons de la crasse et évoluerons rapidement. Nous aurons tout. La guerre, la décadence et la prospérité, les quêtes spirituelles iront de pair avec le dogmatisme, l'information mordra dans l'essence même des choses et là, à un moment donné, nous nous réveillerons et nous écouterons allongés. Un peu plus tard, je te dirai joyeusement, j'ai compris. C'est juste que la pluie est bourrée comme un coin. Tantôt, elle se bat comme un beau diable sur le toit de tôle au-dessus de nos têtes. Tantôt, elle débite des paroles enthousiastes et confuses, nous interroge, oublie et nous interroge à nouveau. Et puis, la pluie cessera. Nous nous retrouverons sous les étoiles, comme si de rien n'était. Богдан Олег Горобчук. Шахта французької мови. На уроці французької вчителька навчала гаркавити. «Скажіть слово «шахта», – просила вона. «Шахта», – казала я, згадуючи терикони, що видно з нашого двору, свого тата з очима, нафарбованими вугільним пилом. «Ні», – казала вона, – «дещо не так. Вкладіть усю свою пристрасть, щоб усередині шахти замість українського «х» з'явився французький «р». Будьте суворими, як донбаський вітер, наберіть повітря і одразу дмухніть надсадно. Шахта! Шахта! От бачите? Ми сиділи за дерев'яними партами, розправляли литкий прапор легень, на якому ще не було вугільного пилу, і знову нічого не виходило. Жодної «р» ми так і не відкашляли, не вибурили із пластів своїх організмів жодної французької шахти, лише українську. Я принесла цю шахту додому і попросила тата сказати її по-французьки. Пояснивши детально про донбаський вітер та пристрасть, додала ще про прапор уже від себе. І він просто і легко вимовив «шахта». А я повторила «шахта», як досвідчений шахтар. Чи то шахтарка. Я б сказала «шахтарка». Вчителька французької емігрувала, я виросла і поїхала далеко від шахт, але щоразу чую у французьких словах шум донбаського вітру і згадую, що цей вітер пахне дуже навіть «remarquable», запашний, хоч і колючий, як французький «р», як та шахта французької мови. La mine de la langue française. En cours de français, la professeure nous apprenait à prononcer le son
R. Prononcez le mot charta, demandait-elle. Charta. Prononcez le mot charta, demandait-elle. Charta, disais-je, en me souvenant des terrils qu'on pouvait voir depuis notre cour et de mon père aux yeux maquillés par la poussière du charbon. Non, disait-elle, ce n'est pas exactement cela. Mettez-y toute votre passion pour qu'au milieu de la charta, au milieu du R ukrainien, apparaisse le R français. Soyez âpre comme le vent du Donbass. Prenez une inspiration profonde et soufflez violemment. Charta, charta, voyez-vous? Assis derrière nos pupitres en bois, nous avons déployé le drapeau volant de nos poumons, pas encore souillé par la poussière du charbon, mais toujours sans succès. Nous ne sommes parvenus à tousser aucun R, à forer dans les couches de nos organismes aucune mine française, rien qu'une mine ukrainienne. Je l'ai rapportée chez moi et j'ai demandé à mon père de la prononcer à la française après lui avoir expliqué en détail le vent du Donbass et la passion, en mentionnant aussi le drapeau de ma propre initiative. Et il a prononcé aisément charta. Et j'ai répété charta, comme un mineur expérimenté, ou plutôt une mineuse, en ukrainien charta. La professeure de français a émigré, je suis devenu adulte et suis parti loin des mines, mais j'entends toujours dans les mots français le bruit du vent du Donbass et je me souviens que ce vent a une odeur vraiment assez remarquable. Il est odorant, bien que rugueux, comme le R français, comme la mine de la langue française. Любов Якимчук. Après, peut-être le professeur va faire un exercice, va demander aux gens s'ils ont retenu le nom des poètes. Ah. Tu les prononces vite, hein. Ouais. En français seulement. Oui. Possibilité d'une rivière. Gravier bruisse plus fort, comme si ce n'était pas 2 pieds, mais 10 roues qui te piétinent. Cette fille, aujourd'hui j'espère, aujourd'hui peut-être, aujourd'hui certainement, elle est vêtue non pas d'une robe moulante, mais d'une jupe en cloche, libre, légère, qui lui donne l'air faussement jeune et naïve. Elle suit l'allée et gravit la colline vers la ligne de partage des eaux. Elle s'allonge, non pas sur l'herbe sèche, ni sur les aiguilles chauffées des pins qui fleurent une chaude amourette estivale, mais tout bonnement dans l'allée, sur le gravier. Elle relève sa jupe, sourit et commence à faire pipi. Oh. Faire pipi allongé. Pour un court instant, écrire dans l'espace la lettre P. Créer une petite fontaine délicate, comme dans les palais des despotes orientaux, mais rapide et fugace et donc plus authentique. Épancher pour un instant la possibilité d'une rivière. Attendez, pourquoi s'épancher? Pétiller, ruisseler, redonner vie à la terre sur cette ancienne ligne de partage des eaux, lieu des allées, des routes et des sanctuaires. Олег Коцаров. Степи. Зелений степ. Ні дерева, ні нивки. Блакитний степ. Ні хмар, ні голубів. Червоне сонце незастиглим зливком пливе повільно поміж двох степів. А ти за ним до вечора мандруєш, втомився? Ляж, горілиць у траві, і слухай, слухай, поки не почуєш, як тихо дишуть квіти степові. Steppe. Steppe verte, sans arbres ni champs. Steppe bleue, sans nuages ni pigeons.
soleil rouge, lingot incandescent voguant lentement entre deux steppes. Et tu le suis. Jusqu'au soir, vous voyagez, et tu là, plonges ton visage dans l'herbe, et puis écoute, écoute, jusqu'à percevoir la respiration paisible des fleurs de steppe. Ліна Костенко. Часом вірш стає домом, який зводиш за краєм прірви, виключно з потреби спростувати реальність. Dans cette maison, le corps encore tiède d'un poème est accroché au clou du quotidien, accroché à vif comme un reproche, comme une preuve que j'y étais, que tu y étais, et qu'entre nous, il y avait quelque chose d'irrépressible comme un souffle, d'incertain comme un baiser, d'insignifiant pour toute autre personne que nous-mêmes. En toi, j'aime les possibles dont nous n'avons pas profité, la voie que nous pouvions suivre mais que nous n'avons pas empruntée, le choix d'une chose unique que nous n'avons pas faite, car nous voulions tout obtenir d'un coup, insatiable. Parfois, le poème devient maison, que l'on construit au-dessus de l'abîme, par besoin de réfuter la réalité. Галина Крук. Сьогодні. La petite sirène. Tu as raison. Русалочка. Русалочка плаче вночі під мостами Дніпра. Вже й літо минає, минула любов, сигарета в руці, догора і не догорає. 3 літа, 4, відкрию вікно на Дніпро, опівночі встану. Горить сигарета, горить, мов підпалена кров, вгорі над мостами. 100 літ пролетіло, здригнулися очі мої в підземному смерчі, як пальці твої, що тримали мене і її, згоріли по плечі. За вічністю вічність пала сигарета стара і тоскно, неначе вже під не мостами, уже не Дніпра, русалочка плаче. La petite sirène. Sous les ponts du Dnipro, la petite sirène pleure la nuit, car l'été s'en va. L'amour est passé. Dans sa main, la cigarette, lui, mais ne se consume pas. 3 étés, puis 4. Je me lève à minuit, ouvrant une fenêtre sur le Dnipro. La cigarette brûle, brûle comme du sang au-dessus des ponts, là-haut. En un très court instant, tout un siècle est passé dans le tourbillon des années. Tes doigts qu'il avait tenus et qui m'avaient touché se sont eux aussi consumés. La même vieille cigarette brûle pour l'éternité et j'éprouve de la peine. Comme sous les ponts du Dnipro en allée, pleure la petite sirène. Наталка Білоцерківець, qui est aujourd'hui aussi présente dans cette salle avec nous. Alors maintenant, oui, Aujourd'hui, on le fait? on le D'accord. fait. D'accord. Сьогодні. Я сьогодні курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смертельно сумний, бо люблю її коси. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je fume des clopes sans cesse. Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je suis triste aujourd'hui. Je suis triste à mourir car j'aime ses tresses. Вечір притих, зачарований місяцем сонним, де самотить наш парк. Я сьогодні не там, ах, я хочу в парк, хочу бути розмовним. Enchanté par la lune endormie, le soir s'est calmé.
où solitudois notre parc. Je suis ailleurs aujourd'hui. Ah, je veux aller au parc, je veux bavarder. Але буду мовчать, поки прийде четвер. Кілька стоскнених день, бо не можу ж я перший. Який зараз день? Місяць, вечір, завмер. Mais jusqu'à jeudi, je me tairai, affligé. Encore quelques jours, car être le premier, non merci. Nous sommes quel jour? Lune et soir se sont figés. За одною, одна, я курю папіроси. Я сьогодні смутний. Я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Я люблю її коси. Aujourd'hui, je fume et fume sans cesse. Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je suis si triste. Je suis triste à mourir, car j'aime cette tresse. 29 août 1916. Михайль Семенко. За хвилину до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском ще не випалих крапель, що ляжуть уздовж твого тіла і враз його стиснуть. Так легкі голуби на вулицях кинуті відчувають смак їжі за мить до годівлі. Так солдат, що за хвилю повинен загинути, відчува деформації у власному тілі. Сміх, що має до мене назавтра прийти, розпізнаю сьогодні поміж плачу я. За хвилину до того, як з'явишся ти, я тебе передчую. Une minute avant que ne tombe l'averse, tu sentiras ta peau frémir sous la caresse des gouttes qui ne tombent pas encore et qui étreindront brusquement ton corps. Ainsi, les pigeons qui vivent dans la rue sentent le goût du grain avant de le goûter. Le soldat qui sera porté disparu sent que son corps s'est déjà disloqué. Le rire qui demain me viendra dans les larmes du jour, déjà je le devine. Une minute avant que tu ne sois là, déjà je t'imagine. Сергій Жадан. Зразки однакових днів, коли ранок при надії, а вечір при втомі, сірих днів, дощових перлинок, нитка до нитки, плететься канат воєнного часу між містом і містом, між учора і завтра, між можу і мушу. Наше кохання – безстрашний канатоходець над прірвою. Collier de jours identiques, matin d'espoir, soir de fatigue, jour gris comme perles de pluie, fil après fil, le temps de la guerre tresse sa corde. Entre une ville et une autre ville, entre hier et demain, entre pouvoir et devoir, notre amour, vaillant funambule, au-dessus de l'abîme. Notre amour, vaillant funambule, au-dessus de l'abîme. Notre amour, vaillant funambule, au-dessus de l'abîme. Et là, Yevtushenko. Merci, merci à vous. Ne partez pas, la soirée n'est pas finie.
Bonsoir. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir Ella. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, ce recueil, 24 poètes pour un pays, ce recueil est né de la guerre. Vous l'expliquez dans le journal à quatre mains qui ouvre le recueil. Il est né d'un choc, d'abord d'un sentiment d'impuissance, et puis l'idée est venue que peut-être vous disposiez d'un moyen de construire ce que vous appelez très joliment un couloir humaniste, comme on dit, un couloir humanitaire pour les médicaments, la nourriture, l'évacuation de civils. Et bien là, vous avez construit un couloir humaniste fait de poésie. Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que, en fait, au tout début de ce travail, et aussi surprenant que ça puisse paraître, vous ne vous connaissiez pas l'un et l'autre. Et je voudrais que vous m'expliquiez comment s'est passée votre rencontre. Tu crois? Non, tu dois commencer. D'accord. Bon, effectivement, on ne se connaissait pas avant. Et bien que construire une anthologie de la poésie ukrainienne en français, ça a toujours été mon rêve, parce que je suis traductrice, je traduis pas mal de choses depuis le français, mais c'était toujours mon rêve de faire exporter la littérature ukrainienne ici en France, puisque la poésie ukrainienne n'est pas vraiment connue. Mais, et là, mon rêve s'est réalisé, mais la raison, le prétexte était tragique. Et donc, on était au milieu, on était au début de l'invasion, de la grande guerre, comme on appelle, parce que effectivement, la guerre n'a pas commencé le 24 février. Et donc, j'étais encore en plein choc, anesthésiée par toutes ces émotions. Mais là, au 5e jour de ce cauchemar, je me suis souvenue que je suis quand même une poète. Et là, j'ai trouvé un moyen de soulager ces émotions, et de les évacuer quelque part de moi, parce que ça me déchirait. Et là, c'est là comment est né le poème qui ouvre l'anthologie. Et c'est par ce poème que beaucoup de choses vraiment très très bonnes ont commencé. Par exemple, la rencontre avec Bruno, qui s'est passée virtuellement. Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance d'entendre ce poème et de voir Ella lire ce poème alors que je n'avais jamais entendu son nom. C'était à Lyon dans les premiers jours du mois de mars. Voilà, nous sortions du Covid et puis en même temps il y avait cette sidération, cet effroi de la guerre et ce terrible sentiment d'impuissance qui nous ravageait aussi dans le confort de nos vies, hein, ici en France, bien à l'abri. Mais j'ai eu la chance, voilà, d'ouvrir une manifestation qui s'appelle le Magnifique Printemps à Lyon et je l'ouvrais avec un spectacle avec plusieurs poètes et des musiciens et on m'a demandé si on pouvait donner un peu de notre temps pour l'Ukraine, parce que quelqu'un voulait prendre la parole. C'est un jeune metteur en scène franco-ukrainien, mais qui ne parle pas la langue, et qui était à Kiev, je crois, en janvier. Et qui... Il était là en février. Il y était début février, Avant voilà. Vous voyez, on n'est pas encore complètement raccord sur tout. Et donc, Clément Barovchenko prend la parole et très vite diffuse une courte vidéo de 3 minutes qu'il venait de recevoir, sans doute par WhatsApp. Voilà. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé la vidéo. Ça a duré 2 minutes. Et j'étais complètement bouleversé. J'ai vu le visage d'Ella et j'ai entendu ce poème que vous venez d'entendre, écrit au 5e jour de la guerre, d'abord dit en langue française, avec une voix comme ça profonde et grave et une attitude très hiératique, très solennelle. Ensuite, Ella donnait ce texte en ukrainien et puis ça se terminait par « Nous allons
nous battre pour la liberté et le bien du monde entier. Et puis, le noir. J'ai trouvé ça très bouleversant, très fort. Et le lendemain, j'ai pris contact avec Ella. Je lui ai envoyé un SMS. Le miracle s'est produit parce que 2 jours plus tard, peut-être, tu m'as répondu et on a commencé à tisser une relation. Mais je dois dire une chose, c'est que pour moi, tout était beaucoup plus facile parce que d'abord, évidemment, je n'étais pas dans la guerre, alors que toi, tu l'étais. Et on peut essayer simplement d'imaginer le chaos, la terreur, etc. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir un fragment de vérité humaine avec ce poème. C'est-à-dire que je lis des poèmes tous les jours. Je sais ce que c'est qu'un poème fabriqué et un poème vrai, un poème authentique qui sort comme un cri de survie. Et c'était cela, ce texte. Il m'a dit tellement de choses sur la personne qui l'avait écrit, sur sa capacité à le porter, que j'ai pensé immédiatement que nous devions mener à bien ce travail ensemble. Alors cette anthologie, en fait, elle se présente comme par ordre chronologique inversé, c'est-à-dire que au tout début, on a les poèmes les plus récents, et puis au fur et à mesure, on va jusqu'à, je crois, la fin du 19e siècle. Le milieu même. Pardon ? Le milieu de 19e. Le milieu du 19e siècle. Une très grande variété donc de poètes. Mais pour ce qui est de la partie contemporaine, et immédiatement contemporaine, comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Parce que non seulement vous ne vous connaissiez pas au début, donc il fallait apprendre à travailler ensemble, mais en plus, il fallait les trouver, ces poètes. Certains étaient occupés à survivre dans les couloirs du métro, d'autres étaient des réfugiés de l'intérieur, d'autres encore étaient en exil. Comment est-ce qu'on bat le rappel, en fait, pour mettre tout le monde au diapason ? Pour certains poètes, c'était facile parce que ce sont mes amis aussi. Par contre, pour certains, il nous a fallu quand même faire pas mal d'efforts, par exemple pour contacter Lina Kostenko, qui est déjà une femme très âgée et qui est restée à Kiev pendant tout le temps. Vraiment, elle n'a pas voulu s'évacuer. Et j'ai dû prendre le contact avec son éditeur pour qu'il prenne le contact avec elle et tout ça. Et il y avait aussi ce problème côté traducteur parce que nous avons traduit la plupart des poèmes, mais dans certaines situations, nous avons pensé qu'il valait vraiment mieux prendre les traductions déjà existantes dans certains cas, comme c'est le cas avec Vasyl Stous, et le traducteur qu'on n'a pas malheureusement réussi à contacter, il est maintenant là, dans cette salle. Donc, j'ai trouvé cette traduction et j'ai dit, tiens, c'est... C'est-à-dire, là, m'a dit, là, parce qu'on a établi une liste de poètes. Il faudra dire un mot du nombre 24 qui est important, mais on a établi une liste de poètes, on s'est mis d'accord, on a eu des discussions parfois même animées. Mais pardon, et puis, vous n'y connaissiez pas grand-chose. Alors comment vous avez fait pour choisir ? Mais moi, je lis des poètes tous les jours. Alors, je connaissais quand même quelques poètes ukrainiens. Je ne connaissais pas Ella, mais par contre, j'avais entendu parler de Vasyl Stous, ce grand martyr de la dissidence. Et de son destin tragique. J'avais déjà eu l'occasion de lire quelques traductions et là m'a dit on ne fera pas mieux que les traductions de ce monsieur, donc prenons ces 4 poèmes et intégrons-les dans l'anthologie. Mais la première décision éditoriale, c'était le nombre, c'était 24. Alors pourquoi 24 ? Alors pourquoi ? Parce que la guerre a éclaté un 24 février et que 6 mois plus tard, très exactement, c'est le jour de la fête nationale ukrainienne, la fête de l'indépendance, le 24 août. Et je me suis mis cette idée folle en tête. Le livre va sortir de la guerre comme une fleur sort des décombres pour faire entendre son droit à la vie, pour dire son droit à la vie et à la lumière, mais il doit être en librairie le 24 août. Je me suis mis cette obsession en tête, terrible. Et là, m'a dit, ok, donc 24 poètes pour dire cette guerre, oui, et on a dit comme une armée de poètes, voilà, pour dénoncer la guerre, etc. Et
donc ce chiffre, on l'a sanctuarisé. J'en ai fait une sorte de dogme, parce que sinon, on n'aurait jamais pu sortir ce livre. Alors je sais ce que pensait là. Elle pense. Qu'est-ce que vous Oui, pensez là? on va faire une deuxième édition augmentée. On va retourner le chiffre. On va faire 42 maintenant, 42 poètes ou pourquoi pas 200. Nous sommes au 200e jour de la guerre. Mais 24, c'était la colonne vertébrale du projet. Et elle a été extraordinaire parce qu'au bout de peut-être 3 jours d'échange, elle m'a dit si tu ne mets pas en place une méthode de travail, c'est mort. Alors, c'était pour moi voilà, une grande leçon. Et donc, dit une méthode de travail. OK, mais comment on fait? Voilà. Alors, tu as une idée formidable. D'abord, on avait tous les canaux de communication possibles parce que l'un s'arrêtait, l'autre repartait, WhatsApp, Messenger, SMS. Bon, on a tout utilisé. Et elle m'a dit, en fait, Google Doc. Donc, c'est avec Google Docs qu'on va travailler. Je vais mettre ça sur un serveur extérieur. Donc, s'il arrive quelque chose, tu pourras quand même récupérer les textes. Et on a commencé à travailler comme ça. Alors, il y a une multitude de voix dans ce recueil, et j'ai le sentiment que, au fond, il est aussi fait pour montrer que la revendication d'une identité ukrainienne, elle n'est pas née simplement avec cette guerre, elle date d'il y a bien plus longtemps. Et dans cette anthologie, on trouve des poèmes d'auteurs qui ont connu un destin tragique. Et j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots de leur personnalité. Peut-être que vous pourriez chacun en choisir 2, raconter un peu leur histoire, qui ils sont, ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont morts. Peut-être on suit le fil du livre très rapidement. Je te lance un nom, tu m'en lances un. Alors moi, je te dis Olena. Elle a presque ton âge. C'est la 3e autrice de l'anthologie. Qui est-elle? Deuxième. Voilà. Il ne connaît même pas. Non. Alors, qui est-elle? Alors, mais qui est-elle? Qui est-elle? Elle est donc Olena Gerasimyuk. Elle est ambulancière. Elle est vétérane de la guerre du Donbass, où elle est partie comme bénévole, ambulancière bénévole. Et elle travaille toujours dans le bataillon médical, mais elle n'est pas sur le front aujourd'hui. Donc, et même avant, elle était une activiste de Maïdan, effectivement. Et là, on a pris 2 extraits de son grand poème Chanson de prison, où il s'agit justement de la guerre, de la défense de Mariupol, mais pas celle-ci. Celle de Olena était là en 2019, près de Mariupol. Le front n'était pas trop loin, bien que ça a été un peu plus calme. Mais voilà, donc on a décidé de privilégier son poème sur cette guerre. Voilà. Il y a des gens très jeunes, parce que vous disiez que Léna a l'âge d'Ella, donc à peu 26 ans, vous êtes très jeune. Et il y a aussi la vétérane, comment doit-on dire en bon français, du recueil, Lina Kostenko, elle a 93 ans. Qui est un personnage oui, c'est un personnage étonnant, en couleur. Très populaire en Ukraine. Alors je crois que depuis quelques années et la disparition de son mari, elle n'écrit plus vraiment, je crois, mais elle continue à prendre des positions. Elle a écrit un roman qui est sorti en 2010 et maintenant elle écrit son 2e roman. Ah oui, bon. Cela dit, c'est une personnalité forte qui s'est à chaque fois distinguée par des prises de position très remarquées. Oui, il y a une douzaine d'années, on a voulu, enfin le président de l'époque a voulu lui remettre la plus haute distinction possible en Ukraine, qui est le titre de héros national, n'est-ce pas? Et elle a répondu que non, mais elle n'avait jamais eu envie de porter des bijoux politiques. Voilà. Elle a du caractère.
Voilà. Alors, dans cette anthologie, on trouve aussi, je crois, au moins un poète qui est mort dans les camps staliniens, victime de la terreur stalinienne. Vous pouvez le présenter là? Oui, donc là, quand j'ai eu la liste des poètes proposés par Bruno, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y a aucun poète qui représenterait la période dite de la Renaissance fusillée. Il s'agit des années 80, 1920 plutôt, quand après l'instauration de l'URSS, il y avait cette courte période de l'épanouissement des arts ukrainiens, de la littérature notamment, et de la poésie. Plein de choses ont apparu là, plein de mouvements littéraires, dont fait partie par exemple Mikhail Semenko, qui est notre père fondateur du futurisme, qui a été extrêmement actif, qui a sorti pas mal de recueils, qui a fait un magazine, La Nouvelle Génération, sur l'avant-garde ukrainien et mondiale. Et après, quand les années 30 sont venues, on a commencé à quand même couper tout ça, arrêter tout ça. Et donc Mikhail Semenko a été arrêté et puis fusillé dans le camp. Mais c'est aussi l'histoire de Yevhen Pluzhnik, qui, je crois qu'il est mort dans le camp à cause d'une maladie, mais quand même, qui a été aussi victime de ces purges stalinistes. Et la plupart, je crois que, je ne sais pas, 95% des écrivains de l'époque ont été soit fusillés, soit morts dans les camps. Prenez n'importe quel poète de cette époque-là et vous tomberez sur une histoire pareille. On pourrait dire les choses autrement. On pourrait dire imaginer Guillaume Apollinaire en Ukraine, imaginer Tristan Tzara, imaginer les poètes du renouveau littéraire en France au début du XXe siècle, mais l'équivalent en Ukraine. Sauf que nous, on n'en a jamais entendu parler. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Pluzhnik, Semenko, je les ai découverts avec Ella. Et c'est un vrai tremblement dans ma tête, hein, je peux vous l'assurer, parce que moi j'ai été biberonné à la poésie des grandes voix du XXe siècle, Lorca, Éluard, Aragon, Yanis Ritsos, Neruda, vous voyez. Et je pensais que le seul grand poète de cette époque, c'était Maïakovski. Donc là, je fais ma petite révolution copernicienne. Hein. Elle m'a fait tomber sur la tête, quoi. Voilà. Et depuis, je n'ai qu'une envie, c'est qu'on se mette enfin et là au travail pour traduire Semenko. Et un jour, je lui ai dit, mais bon sang, il est mort à 46 ans. Vu la vie qu'il a eue, il n'a pas dû écrire non plus une œuvre gigantesque. Peut-être on peut envisager, je ne sais pas, une anthologie personnelle. Pourquoi pas les œuvres poétiques complètes? J'ai vu Ella se lever. Je la voyais traverser la pièce, revenir avec un coffret comme ça, de 6 kilos, elle me posait devant le bureau, elle m'a dit « C'est ça l'œuvre de Semenko ». J'ai plus rien dit. Hein. Ça m'a calmé, mais là, je réitère la proposition que prochainement, nous travaillons sur Semenko. Une question m'intrigue, et là, vous êtes bien placé pour y répondre. En France, la poésie occupe maintenant une place un peu marginale quand même par rapport à ce qu'elle a pu être dans le passé. Est-ce que en Ukraine, c'est différent? Et par exemple, les poèmes qu'on trouve là, est-ce que ce sont des poèmes que les gens se récitent comme on a pu se réciter à un moment en France, Paul Éluard, Liberté, j'écris ton nom. Quel est le rapport à la poésie aujourd'hui en Ukraine? Je pense que quand on parle de la poésie contemporaine, c'est à peu près la même histoire en Ukraine. C'est la particularité de notre époque, je crois. Mais par contre, les poèmes de Semenko, notamment aujourd'hui, qu'on vient de réciter là, il est assez populaire. Et bien sûr, le poète le plus connu, le plus récité jusqu'à maintenant, c'est Taras Shevchenko. Et
on l'étudie dans les écoles. Tout le monde connaît ses poèmes, tout le monde connaît les chansons qu'on a écrites sur ses poèmes. Et il a été toujours le poète vraiment populaire dans le sens, le poète issu du peuple et très très connu par le peuple, très très aimé. Parce que même quand il était encore vivant, il est mort en 1861, et même quand il était encore vivant, il avait déjà une popularité folle. Il a été exilé par l'Empire russe et ses poèmes ont été interdits, mais on a copié ses poèmes par écrit, on les cachait, on les récitait dans les villages. Les gens simples l'aimaient aussi. Et maintenant, après Semenko, il a fait une petite révolution. Il a brûlé, métaphoriquement brûlé le Kobzar. Kobzar, c'est l'œuvre de Shevchenko, parce que c'était quand même l'époque révolutionnaire. Mais maintenant, avec le Maïdan et la guerre, on voit très bien que les poèmes de Shevchenko sont vraiment très très actuels, ils sont très très pertinents jusqu'à maintenant. Et quand cette grande guerre a éclaté, j'ai pris conscience que je récite dans ma tête certaines lignes de Shevchenko parce que ça illustre la réalité. Par exemple, quand on voit près de chez nous, il y a un entrepôt qui est brûlé à cause d'un missile, et tout à côté, il y a la construction, donc on bâtit de nouveaux immeubles. Et là, nous nous promenons avec mon mari et je dis tiens, quelqu'un construit et quelqu'un détruit et quelqu'un cherche un pays pour et je commence à réciter Shevchenko. Ça m'est venu comme ça à l'esprit. Et ce n'est pas seulement les gens comme moi, les poètes, les intellectuels, mais aussi les gens simples continuent à réciter Shevchenko. Et par exemple, pendant la révolution de la dignité, pendant le Maïdan, sur un mur au centre-ville, une peinture est apparue. C'était 3 portraits, Shevchenko, Franco et Lesia Ukrainka, déguisés en révolutionnaires de l'époque de Maïdan. Oui, donc en fait, ces poètes-là, en tout cas, sont très présents dans l'imaginaire ukrainien. Bruno, quand on s'est parlé au téléphone ce matin, vous m'avez parlé d'un autre poète, alors qui lui est bien vivant, et vous m'avez dit, oh, il est nobélisable, lui. En même temps, il fait du rock. Enfin, je voudrais que vous me parliez un peu de cette personnalité. Ah oui, c'est Sergi Zadan, ou Jadan, qui est actuellement à Kharkiv et qui est alors je crois une des voix les plus populaires de la littérature ukrainienne. Il est très jeune, il a moins de 40 ans, poète, musicien et romancier, novelliste. Voilà. C'est une figure très importante. On aurait bien voulu le faire venir. Malheureusement, les hommes ne peuvent pas quitter. Ne peuvent pas sortir. Voilà, ne peuvent pas quitter l'Ukraine pour l'instant. C'est le cas de Bogdan, le mari d'Ella, qui est présent dans cette anthologie, dont on a lu un texte. Mais oui, Jadan, c'est une voix importante. Et je crois que toute cette génération, la génération d'Ella, qui est tellement représentée dans le livre, a connu l'influence de Jadan. Alors, on s'est même demandé dans quelle partie du livre on allait le placer. Et moi, j'ai beaucoup insisté pour que ce soit plutôt dans la deuxième, une partie qu'on a intitulée Au pied du mur, c'est-à-dire ce sont des poètes qui ont quand même grandi et qui ont traversé leur adolescence avant la chute du mur de Berlin et avant l'effondrement de l'URSS. Donc leur conscience politique et poétique a été forgée avant. Ils ont probablement dû... Ils étaient eux aussi au pied du mur sur le plan idéologique, ils ont dû faire un choix, prendre des positions, alors que la génération d'Ella, elle est née avec la démocratie.
C'est-à-dire, j'imagine l'adolescence d'Ella, ça devait quand même être compliqué. Des fois, je me demande comment tu as réussi à aussi bien étudier, apprendre le français, alors que toutes ces révolutions t'ont quand même amené à battre le pavé pendant des années, non? Il nous reste plus beaucoup de temps. J'ai encore quelques questions que je veux absolument vous poser. On sait tous qu'il y a une minorité russophone en Ukraine, donc une minorité qui parle et qui écrit le russe et qui se sent ukrainienne. Cependant, l'anthologie n'est qu'en ukrainien. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Ouf, là, je commence à parler et on finit demain. Donc, tout d'abord, on a pris deux poètes qui sont russophones. C'est un couple aussi, Boris et Ludmila Kersonsky. Ils viennent d'Odessa. Mais Boris Kersonsky, qui est déjà un homme âgé, qui a plus de 60 ans, en 2015, après que la Russie a annexé la Crimée et a commencé la guerre du Donbass, il a commencé à écrire en ukrainien. Donc, il a dit que c'était sa réaction aux mots de Poutine qu'il protège les russophones. Sa femme continue à écrire en russe, mais quand même, on a fait le choix de traduire ses poèmes vers l'ukrainien et de plutôt les publier en ukrainien et en français. Avec l'autorisation de Ludmila. Oui, bien sûr, bien évidemment. C'est parce que, vous savez, la minorité russophone en Ukraine, elle n'est pas russophone parce qu'elle est russe. Elle est russophone parce que pendant longtemps, nous étions une colonie de l'Empire russe. Même quand on a commencé à appeler ça l'Union soviétique, c'était quand même l'Empire russe. Et l'impérialisme, le chauvinisme russe était l'idéologie principale, disons. Et la langue ukrainienne, pour longtemps, elle a été marginalisée et c'était fait exprès. Nommer une langue de village, une langue des gens mal éduqués, et le russe, une langue prestigieuse, une langue puissante, la grande langue russe, comme elle dit. Et du coup, maintenant, quand on commence à revendiquer notre langue, la langue de nos ancêtres, parce que pas mal de poètes, y compris moi, sont nés dans les familles russophones. Oui, vous m'expliquiez tout à l'heure que vous avez fait le choix de l'ukrainien à l'âge de 14 ans, alors que vous parliez déjà couramment. Voilà, justement. Presque tout le monde en Ukraine parle couramment les deux langues, ils les comprennent parfaitement. Mais oui, je fais ce choix avec pas mal de mes amis aussi, parce que nous sentons que c'est juste de faire ça. On rend la justice à la langue qui a été marginalisée pendant longtemps. Et ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère paternelle parlaient ukrainien. Et si mes parents parlent russe, ce n'est pas parce qu'ils sont russes depuis et que leurs ancêtres sont russophones, c'est parce que les conditions sociales, politiques étaient comme ça. Mais quand je choisis l'ukrainien, je choisis la langue de mes ancêtres. Bruno, rapidement, puisque nous avons presque terminé, j'ai noté quand même que vous étiez un homme assez méticuleux et que vous aviez un souci du détail, peut-être que je qualifierais d'obsessionnel, parce que vous racontez quand même dans le... Ici peuvent en témoigner, je pense. Dans le journal à quatre mains, qui est très intéressant, qui ouvre le recueil, vous racontez qu'à un moment, c'est la crise du papier, et vous vous rendez compte que le papier que vous utilisez... dont j'ai acheté des stocks, j'ai encore quelques stocks de papier. Mais... est fait avec des arbres de Sibérie. Et vous avez dit, mais pas question, pas possible. C'est-à-dire le papier norvégien, c'est un très beau papier. Tous nos livres sont faits avec ce papier, le Munken. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais les arbres, ils viennent d'où? Et là, renseignement pris, une bonne partie des arbres venaient de Sibérie. Donc j'ai appelé là, je lui ai dit, tu sais, ça va être compliqué, il faut que je trouve un autre papier.
Elle était super contente quand je lui ai dit ça. Voilà, et elle s'est empressée de le dire aux autres poètes et on a senti une sorte de soutien. Voilà, donc là, c'est fait avec un papier espagnol. Je vais aussi mentionner quand même les très belles illustrations qu'il y a dans le recueil. Dites-nous un mot de cette illustratrice. C'était mon idée d'inviter Ilona Silvachi. Elle est illustratrice, peintre aussi ukrainienne, qui a illustré pas mal de livres poétiques et qui est aussi une fille du peintre assez connu ukrainien, Tiberi Silvachi. Voilà, je lui ai proposé de faire quelques illustrations. Elle travaille maintenant dans la technique de collage, donc ce sont des collages. Et elle a adoré cette idée. Elle a aimé l'idée de participer dans un tel ouvrage. Et c'est comme ça que c'est parce que nous avons pensé qu'il fallait quand même la section contemporaine, la section de la génération Maïdan, est vraiment grande. Elle prend la partie la plus importante du livre. Et nous avons pensé qu'il fallait quand même rythmer un peu pour laisser souffler le lecteur. Et c'est comme ça que sont arrivées ces belles illustrations. Vous imaginez que ce livre, c'est une sorte de work in progress éditorial, en fait. Parce que vous imaginez, entre le moment où le projet est né et aujourd'hui, il s'est passé tellement peu de temps. D'ordinaire, on met 2 ans pour faire des livres comme ça. Et donc, on a déployé une énergie sans relâche. Et là, a été vraiment extraordinaire. Je pense que pour elle, c'est un travail presque jour et nuit. À un moment donné, elle séchait même les alertes aériennes. C'est-à-dire la sirène commençait à sonner et je lui disais mais ferme et va te réfugier, descends à la cave où tu veux. Mais elle me dit à partir du début mai, elle m'a dit non, ça n'a plus aucune importance. Aujourd'hui, on sèche. Maintenant, on sèche et la seule obsession, c'est de finir ce livre. Voilà. Alors je vais, pour terminer, citer quelques mots du journal d'Ella, qui est au tout début du recueil, où elle dit, c'est pas une citation exacte, hein, elle dit cette anthologie n'est pas un résumé, ni un inventaire définitif de la poésie ukrainienne, c'est un échantillon pour inspirer le désir d'en connaître davantage. Voilà, et vous pouvez en connaître davantage puisque le livre... et à la signature, à l'entrée, c'est ça? Oui, oui, voilà. Et puis et merci à tous les deux. Merci, merci Elana. Merci. Merci à vous. Et merci aussi pour être... Oui. Merci à vous tous pour être venus ici et être avec nous aujourd'hui et être avec l'Ukraine. Slava Ukraine! Je voudrais dire quelque chose simplement en clôture. J'aurais pu le dire au tout début, mais j'ai craint que ça provoque trop d'émotions. Cette soirée, nous la dédions à la grand-mère d'Ella, qui vit dans un village près de Kharkiv. Et ce village, nous avons appris hier qu'il a été libéré. Voilà. Elle n'a pas encore eu de ses nouvelles, mais nous pensons beaucoup à elle.